Salut les gens, c'est Endeavor, je vous retrouve pour une deuxième vidéo consacrée aux règles de Midara. Je vais utiliser toujours le mode TTS, je vais parler des personnages, des différentes actions qu'ils peuvent faire. Voilà, donc je vais vous montrer, c'est le perso que je jouais la première fois que j'ai fait la campagne. Je vais vous montrer un petit peu la structure de la fiche. Donc, bon, le nom, on s'en fout. Ça indique que vous regagnez 3 points d'action au début de chacun de vos tours. C'est la même chose, en fait, sur tous les personnages. Mais bon, au cas où, un jour, un personnage aurait une capacité un petit peu différente, je sais pas, qui regagnerait moins de points au début de chaque tour, plus de points, etc. C'est ici que c'est précisé. Et les 2 points gris vous indiquent que votre personnage ne peut pas dépasser 5 points d'action. Ensuite, vous avez chaque personnage a un passif, un pouvoir plutôt, parce qu'un passif, non pas tous les pouvoirs sont pas passifs. Vous avez par exemple celui-ci qui est un passif, donc qui est valable tout le temps, une fois par tour. Alors tout le temps, puisque c'est une fois par tour, c'est pas vraiment ça, mais un passif, il n'y a pas besoin d'action spéciale pour l'activer. Une fois par tour, Zik peut relancer un jet de dodge, un jet d'esquive. Voilà, je vais vous expliquer ce que c'est après, mais c'est autre chose. Vous avez par exemple Rémi qui a une action qui demande 2 points, enfin une action, un pouvoir spécial qui lui demande 2 points d'action, qui lui permet de voler, et un pouvoir qui lui coûte 1 point d'action et qui exhauste, donc qui lui demande de ne plus pouvoir réutiliser cette capacité spéciale là jusqu'à son prochain tour, donc jusqu'à la prochaine fois où elle va jouer, où elle va détaper toutes ses capacités. Capacité, armes, etc. Il y a un petit token, alors moi c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de taper les cartes. Il y a un petit token qui sert à placer sur les pouvoirs. Alors, ils sont un peu grands sur le mode qui sert à placer et vous montrer que vous ne pouvez plus utiliser jusqu'à votre prochain tour. Donc à votre prochain tour, vous prenez le token, vous le retirez puisque c'est pas très facile de tourner la carte, que ce soit sur TTS ou dans la vraie vie. Ensuite, qu'est-ce que vous avez comme information? Vous avez un jet de conviction et un jet de casting. Alors, le jet de conviction, ça sert à résister aux sorts ennemis. Je vais vous expliquer les sorts plus tard. Jet de casting, ça sert à lancer les sorts. Ensuite, vous avez des caractéristiques plutôt que des compétences. Donc la présence, la connaissance, l'agilité, la perception et la force. On va vous demander de temps en temps de faire des tests. Vous lancez à ce moment-là 2 dés violets et vous rajoutez votre score. Et vous le comparez à une difficulté qu'on vous aura indiquée dans le scénario ou dans les règles. Par exemple, sauter, c'est un truc de base qui utilise toujours l'agilité. Mais des fois, dans un scénario, c'est pas très souvent, hein, pour être franc, on va vous demander de faire un jet de perception, un jet de force pour pousser un rocher, un jet de connaissance pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, etc. Alors attention, nous on a fait une erreur au tout début du jeu. Ce jet-là est toujours fait avec 2 dés violets. Sauf si quelque chose, un jour, vous améliorez votre jet, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ce sont concrètement les mêmes dés que les dés de conviction, mais les dés de conviction vont s'améliorer facilement. Enfin, il y a beaucoup d'équipements qui vont vous améliorer votre conviction. Comme ce sont les mêmes 2 dés violets, nous au début on a fait une petite erreur et on faisait nos jets de caractéristiques avec nos jets de conviction. C'est un jet de caractéristiques, c'est toujours 2 dés violets, donc les 2 dés les plus basiques. Je ferai un petit encadré sur la lecture des dés juste après. Ensuite, vous avez vos points de vie de base, 12 points de vie quand vous commencez, votre défense qui sert à savoir si vous allez être touché, et votre mouvement à chaque fois que vous faites une action de mouvement. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez toute une série d'équipements et de compétences. Alors, Midara est un jeu qui a justement beaucoup d'équipements et beaucoup de compétences. Bah, ils étaient ici, les tokens d'exhaust. Donc les dés violets sont ceux-là. Hop. Et on peut se noyer un petit peu
dans tous les symboles, surtout le nombre de capacités qu'on va avoir au bout d'un moment. Ici, là, vous avez peu d'équipement, mais vous avez 2 slots d'armes, un slot de... Alors, on appelle ça un corps, mais globalement, c'est généralement un collier. Hein. C'est un collier qui donne des pouvoirs spéciaux. Une armure, un certain nombre de disciplines. On finit le jeu avec 6 ou 7 disciplines, ou 8, ça dépend un petit peu des choix que vous avez fait. Vous avez 3 consommables, donc les consommables qui sont une potion, alors c'est un jus d'orange, mais bon, on s'en fout. Ici, un projectile qu'on peut lancer pour faire des dégâts. Bon, il y a pas mal de possibilités. Donc 3 consommables qui sont actifs, qui sont disponibles. Vous avez un sac à dos qui contiennent 3 objets. Alors ça peut être des consommables ou un autre, par exemple, ça pourrait être à la rigueur une autre armure. Un accessoire qui est une cape, ce genre d'éléments-là. Alors là, j'en ai pas, mais personne il n'en a pas. 3 reliques. Bien sûr, tout ce que je vous dis, ça peut être modifié par des règles, parce que par exemple, il y a une discipline qui permet d'équiper une 4e relique. C'est pas parce qu'il y a seulement 6 slots de discipline sur votre mat que vous êtes limité. Hein. Voilà. Les personnages ne sont pas limités de base au nombre de disciplines. Vous pouvez avoir un familier et un compagnon, ce qui sont 2 trucs différents. Le familier étant obtenu par une compétence spécifique de la catégorie d'assemblage. Le compagnon, ça vient d'un autre élément, généralement de l'histoire. Ça s'achète pas, c'est obtenu pendant l'histoire. Tous les personnages n'y ont pas accès. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme symbole? Vous avez le coup, vous avez ce que c'est. Vous avez des mots-clés qui n'ont pas d'effet de base. Par exemple, épée courte et légère, ça n'a pas d'effet en soi. Donc vous n'allez pas lire sur le livre de règles qu'est-ce que fait light, etc. En revanche, d'autres éléments du jeu vont se référer à ces mots-clés. Je vais y arriver tout de suite. Ensuite, vous avez les dés d'attaque que génère votre arme. Si c'est à une main, si c'est à 2 mains, si c'est une arme de corps à corps ou une arme à distance. Alors, je crois que dans le truc de base, il n'y a pas une seule arme à distance. Non, donc je ne peux pas vous montrer. Mais bon, il y a 2 flèches ou une flèche. Il y a 2 flèches qui symbolisent le fait que ça utilise à distance. Ensuite, vous avez des pouvoirs qui servent, qui sont exhaust, des pouvoirs qui sont... Donc, on tape la carte pour pouvoir faire le pouvoir. Alors, attention. Là, je vais arriver dans un élément qui est très important. Si c'est pas marqué at any time, on peut pas faire certaines actions quand on veut. Par exemple, se déplacer d'une case en diagonale, c'est pas... vous n'avez pas le droit de le faire pendant le tour d'un adversaire. En revanche, relancer un dé, c'est un dé de combat. Donc c'est quand vous lancez un dé de combat, vous avez le droit de relancer un dé de combat. Alors ça paraît un petit peu obscur, c'est assez clair rapidement, ce que vous pouvez faire à votre tour ou pas votre tour. Là, si vous lancez un dé de combat, vous pouvez le relancer. Donc le dé de combat, vous pouvez le faire. Il y a des moyens d'attaquer pendant le tour des adversaires. Si vous êtes dans ce cas-là, on ne se préoccupe pas de savoir si vous êtes dans votre tour ou pas. L'autre élément, c'est qu'une action, une fois qu'elle est commencée, vous devez la terminer avant de faire une autre action. Par exemple, vous allez faire une action de mouvement. Vous n'avez pas le droit d'intercaler au milieu de votre déplacement cette case en diagonale là. Mais c'est valable pour cette case en diagonale là, mais pour d'autres choses. Excusez-moi si je vous donne un peu la gerbe avec mes déplacements. De temps en temps, il se remet en haut. Donc, il faut terminer votre action avant de faire un exhaust. Avant de faire un pouvoir. Donc, avant de faire cette case-là. Ensuite, quand vous faites votre attaque, les symboles sur vos dés, sur l'ensemble de vos dés que vous allez lancer, vont vous permettre de déclencher ça.
contrairement à un jeu comme Descente, chaque ligne peut être utilisée, chaque groupe de symboles, alors c'est des lignes dans d'autres jeux, mais chaque groupe de symboles peut être utilisé plusieurs fois. Donc ça, je réexpliquerai pendant le combat. Ensuite, vous avez un système de combo. Alors, combo, ça veut dire si l'autre, c'est là où on va utiliser les mots-clés, si l'autre carte possède le mot-clé qui est marqué là, vous avez tous ces pouvoirs-là qui sont ouverts. Donc là, ce personnage, il a deux épées courtes, donc qui sont light, hein, toutes les deux sont light. Et ben, ce pouvoir-là, il s'active. Donc, en plus de pouvoir vous déplacer d'une case en diagonale, vous pouvez exhaust la carte pour relancer un vote dé de combat. Donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, quand une carte est exhaust, bah, les deux pouvoirs qui l'obligent à exhaust sont bloqués. Tous les autres pouvoirs sont toujours valables. Comme par exemple le fait que cette épée-là, son dé violet se transforme en dé blanc qui est légèrement mieux et qui est surtout qui a plus de boucliers, vous voyez, donc il va faire plus de dégâts. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez le coup des cartes, on s'en fout. Ici, vous avez un pouvoir exhaust, vous avez un pouvoir passif, donc qui est valable tout le temps, Vous avez des points de vie supplémentaires, c'est le même symbole que celui qui est là. Donc votre personnage ici aura 16 points de vie en tout. Vous avez un symbole qui n'est pas présent ici, qui est une valeur d'armure. À chaque fois que vous prenez des dégâts physiques, et ce n'est pas valable pour les dégâts magiques, eh ben, vous réduisez tous vos dégâts de 1. Vous pouvez avoir de la défense supplémentaire, donc vous êtes plus difficile à toucher. On vous touche sur 10 ou plus. Vous avez un autre passif, vous avez une amélioration, par exemple ici, de votre dé de conviction. Donc au lieu de lancer 2 dés violets, quand on vous lance un sort pour résister, vous lancerez un dé blanc, un dé violet. Vous allez avoir un certain nombre de pouvoirs de compétences qui peuvent être passifs, exhaust, comme tout ce que je vous ai cité. Voilà, donc ça c'est la base des personnages. C'est la base de tous les personnages. Alors il y a quelque chose qui est important, je vais en parler maintenant, c'est que sur les personnages, on stocke les dégâts. On fait pas, j'ai 16 points de vie et j'en retire 2 quand je me prends 2 de dégâts. Alors ça sert parce que certains pouvoirs seront dépendants du nombre de tokens dégâts que vous avez sur vous. Et pas du nombre de points de vie que vous avez resté. Alors, si vous faites la conversion dans votre tête, vous pouvez toujours le faire, hein, ça ne change rien. Mais c'est mieux, je pense, de faire les vrais dégâts. Donc, quand je prends 2 dégâts, je mets 2 tokens de dégâts sur mon personnage. Ok, alors je vais mettre les personnages là où ils commencent. On va mettre que 2 personnages pour l'instant. Il y a Rémi avec ses ailes qui font 1. Voilà, vous avez compris. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme action standard? Donc, je vais détailler un petit peu tout ça. D'abord, le mouvement. Alors, c'est un jeu... C'est pas très... C'est un petit peu difficile au départ, parce qu'on a un peu l'habitude. Normalement, dans la plupart des jeux, on peut se déplacer en diagonale. C'était pas le cas sur Midara. Le déplacement est uniquement orthogonal. Donc, ici, pour venir là, je vais devoir faire 2 points de mouvement. Alors, comment ça se passe? Vous dépensez 1 point d'action, donc c'est le rond rouge, pour vous donner autant de points de mouvement que de votre valeur de mouvement. Je vous l'ai indiqué ici, 6 de base pour ce personnage-là. Donc je dépense mon action. Donc je viens sur mon personnage. Je vais arrêter de faire ça en 3 secondes. Par exemple, j'avais commencé à 3 points d'action. Donc je dépense mon point d'action. Je gagne 6 points de mouvement. Il faut que je les prenne et je les dépense. Et je les dépense tous avant de faire une autre action. S'il m'en reste et que je décide de faire une attaque, par exemple, parce que y avait un monstre sur le chemin, je vais sortir quelques figurines de monstres, si vous me permettez. J'aurais dû le faire avant. Hop. Alors non, celle-ci, c'est pas terrible. Celle-ci, par exemple. Hop. Et que je viens ici.
et ben je peux, et que je dis j'attaque lui, en fait je stoppe complètement mon mouvement. Je perds les points de mouvement qui me restaient, donc je pourrais pas les réutiliser après l'avoir tué ou après avoir fait mon attaque. Donc ça c'est très important. C'est vraiment très important. Ensuite, au niveau des... Je peux dépenser des points. Par exemple, si lui n'était pas là, j'aurais dû prendre une figurine plus petite. Je vais sortir un Kefsicle. Ça sera probablement plus simple. On verra mieux. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dépenser des points d'action supplémentaires. Pour chaque point d'action supplémentaire, ça augmente ma valeur de mouvement de 2. Donc par exemple, si lui, il est légèrement trop loin et que je veux l'atteindre, et que j'arrive à j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je veux pouvoir bouger encore pour pouvoir l'atteindre, je vais dépenser un de mes points de mouvement pour gagner 2 points. Il faut tous les dépenser. Ça se fait pendant la phase de mouvement. Donc en gros, pendant cette action de mouvement-là, je dois dépenser tous mes points, même ceux que j'ai rajoutés. Donc si jamais je suis ici, je viens jusque-là, je l'attaque, il meurt. Je peux pas dire je dépense un point d'action pour gagner 2 en plus et bouger après. C'est pas possible. De la même manière, on ne peut pas, je vous l'ai expliqué à l'instant sur les actions en diagonale, on ne peut pas faire quelque chose qui va, on va dire, interrompre notre action, donc notre action de mouvement, faire quelque chose et la reprendre. Que ce soit un mouvement en diagonale ou un exhaust ou, je vous l'ai dit, faire une attaque ou voilà. Il n'y a rien de gratuit. Quand vous le faites, ça met fin à votre action. Vous devez mettre fin à votre action en cours. Il y a un petit truc important, je vous expliquerai tout à l'heure sur les réactions. Ensuite, au niveau des règles de mouvement. Donc, on se déplace orthogonalement. Ensuite, si vous bougez dans les 8 cases qui sont autour d'un ennemi, celui-ci va vous faire une break attack, donc une espèce d'attaque d'opportunité. Il va vous faire votre attaque. Ça ne met pas fin à votre action à vous. Vous pouvez rebouger. Chaque figurine, sauf règle spéciale, ne peut faire qu'une seule break attack par tour. Donc par exemple, lui, vous venez ici, par tour, donc par tour de figurine. Et là, on parle de cette figurine-là qui fait son tour. Donc moi, je viens là, je me prends une attaque. En revanche, les déplacements supplémentaires ne provoquent pas de break attack. Certains personnages certains monstres ou personnages pourraient avoir une règle qui vous dit vous avez le droit de faire 2 break attack par tour, ou etc. Ce n'est pas le cas de la règle de base. Celui-là ne peut m'attaquer qu'une seule fois. La deuxième fois, il ne le fait pas. Ensuite, vous avez des types de terrain. Donc bon, bien entendu, ceux qui sont entourés de rouge, vous ne pouvez pas vous déplacer à l'intérieur. Ceux-là. Alors, ça ou l'eau. J'ai pas d'eau ici, je suis désolé. Mais je vais vous en montrer ici. Je vais vous le trouver. Hop, ici vous avez de l'eau. Ça ressemble à ça. Donc, contrairement à la plupart des jeux, les effets de ces cases-là, les effets sur le mouvement, se passent que quand on quitte une case. Donc par exemple, quand vous êtes dans une case d'eau, vous sortez d'une case d'eau, ça vous coûte 2 points de mouvement. Dans la plupart du jeu, j'ai failli me déplacer en diagonale, je suis désolé. Dans la plupart des jeux, c'est quand on rentre dans la case, comme par exemple la descente. Donc rentrer dans une case d'eau, normalement, dans la plupart des jeux, vous coûte 2 points de mouvement. Là, c'est toujours 1. En revanche, en sortir, ça vous coûte 2. Vous avez à la toute fin, hop, bon, ça c'est les différents symboles des dés. Vous avez à la toute fin, ici, tous les terrains disponibles.
Donc, par exemple, les terrains... Alors, quels sont les terrains qui affectent réellement le mouvement? Les terrains hindering, donc généralement, c'est les terrains, on appelle ça des terrains difficiles, où l'eau vous coûte 2 points de mouvement pour en sortir. Et chaque espace, vous avez des niveaux supérieurs, vous avez des étages, l'équivalent d'étages. Alors si c'est suivant, c'est pas facile au départ, hein, je vous préviens, il faut re-regarder la règle à chaque fois. S'il y a tant de différence entre les deux, vous pouvez pas attaquer, vous pouvez vous déplacer, vous pouvez pas vous déplacer. Si vous tombez de trop, bah, vous mourrez direct. Voilà. Vous avez du terrain dangereux. Le terrain dangereux, c'est tout simplement les trous. Si vous rentrez, généralement, c'est pas de votre fait, hein, dans un terrain comme ça, vous êtes vaincu instantanément. Vous êtes mort. Donc, vaut mieux un peu l'éviter. Vous avez de la boue, qui sont des terrains qui n'obstruent pas vraiment le mouvement. En revanche, si vous êtes dans une case là et que vous initiez une action ou une capacité qui coûte déjà 1 ou plus, donc ça n'affecte pas les capacités gratuites, 1 ou plus points d'action, ça va vous en coûter 1 en plus. Donc par exemple, alors j'ai pas de terrain comme ça, mais on va dire que ça c'est ce terrain-là. Si je commence mon action de mouvement en dehors, bah, je peux le traverser, en sortir, ça ne m'aura pas du tout affecté. En revanche, bon lui il n'est pas là, hein. Si je commence mon terrain sur ce terrain-là, qui est le terrain, la boue, quoi, c'est collant, et ben, au lieu de me coûter 2 points d'action, ça me coûtera 3 points d'action pour gagner mes points de mouvement et faire mon action. Pareil, si je déclenche une attaque alors que je suis dans ce terrain-là, alors je suis désolé, hein, que ce soit pas le bon symbole, mais je vais pas sortir 15 terrains différents. Voilà, donc ça, vous avez des terrains spéciaux avec une étoile qui sont uniquement décrits dans le scénario. Ils n'ont pas d'effet a priori. Donc ça, c'est l'action de mouvement. Je vais juste parler d'un petit cas particulier qui a été introduit relativement récemment dans les règles. Si jamais vous êtes pendant votre mouvement, que votre ennemi déclenche une attaque sur vous, si un ennemi vous rate, je vais l'expliquer tout à l'heure plus en détail, vous avez le droit à une contre-attaque. Si vous décidez de prendre cette contre-attaque, eh ben c'est comme si vous aviez fait une action, comme si vous aviez tapé une carte, comme si vous aviez ceci ou cela. Ça fait que vous êtes obligé d'interrompre votre mouvement. Donc si vous prenez votre contre-attaque, malgré le fait que vous soyez pendant votre tour, eh ben c'est votre choix, vous le faites, ça arrête votre mouvement, vous ne pourrez plus bouger après. Hop. Donc ça, j'étais sur les actions de mouvement. Pour 2 points d'action, on peut faire une attaque. Alors, comment ça fonctionne? Je vais vous sortir un monstre. Hop, j'avais laissé ça. Hop, un Cave Sickle. Je vais pas vous sortir les trucs les plus... Hop, plus avancé. Je ferai toute une vidéo spéciale consacrée spécialement à comment on lit une carte de monstre, etc. La première chose que vous avez, c'est déjà, vous avez les mêmes symboles que nous, c'est-à-dire la vie, la défense, le mouvement, son armure. Nous, on n'en a pas de base, donc on ne le voit pas sur notre feuille, mais lui, il a éventuellement une armure. Les dés de combat. Hop, j'ai utilisé le mode, etc. Les dés de conviction, c'est dés de casting. Comment ça marche si on attaque? Donc je vais parler de mon attaque à moi. Donc je vais regarder mes dés. Donc par exemple, j'ai 2 épées courtes, je lance 2 dés blancs. Hop. Je déclenche une attaque. Ah bah j'avais 2 dés blancs ici. Donc je lance mes dés. La première chose que je dois faire, c'est que je ne regarde pas les symboles. Les symboles n'agissent généralement, en grande majorité, que si j'ai déjà touché. Donc je prends les 2 valeurs qui sont sur mes dés, donc 7, que je compare à la valeur de défense. Ici 8. Ben, c'est raté, je ne regarde même pas ces symboles. Alors il y a certains plutôt ennemis qui ont
ici sur leur feuille, disant bah, pour chaque 2 boucliers que vous faites +1 à l'attaque roll. Donc ça fait partie des rares bonus qui sont valables parce que ça augmente votre valeur pour toucher. En revanche, les valeurs de dégâts, ça ne compte pas. Si par exemple, j'ai fait plus, j'ai fait par exemple 10 sur ma valeur, je compare au 8, en fait ça me donne déjà, premièrement j'ai touché, je vais avoir le droit de regarder mes symboles. Deuxièmement, je commence avec autant de dégâts que la différence. Donc j'ai fait 10 contre 8, je fais 2 de dégâts, plus les symboles plus les dégâts de mes symboles. Donc ça, alors ici je regarde pas les symboles qui sont sur mon ennemi, bien entendu, mais je regarde les symboles qui sont sur mes armes. Alors, merde. Enfin, hop. Je vais essayer de faire mieux. Hop. Hop. Bon là, ce serait pas mal, mais... Hop, donc j'ai fait ça, on dit. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, je vais le reprendre. Chaque groupe de symboles peut être utilisé plusieurs fois. Et quand ils sont utilisés, on choisit sur quelle arme on va le dépenser. Alors ici, c'est 2 fois la même arme. Mais si j'ai 2 armes différentes, bah, je dis c'est celle-là. Pour 2 boucliers, je fais +2 de dégâts. Ou alors ça peut être... bon là, c'est le même symbole. Ici, pour 2 livres, je vais faire +1 dégât magique. Bon, ils se ressemblent beaucoup au début, hein, ces symboles-là. Ici, je vais avoir pour 1 bouclier, +1 de dégâts physiques, etc. Donc, je vais compter tous mes dégâts. Donc là, j'ai 2 boucliers, un livre, une étoile. Je fais donc 10 moins 8 de moins 8, plus 2 parce que j'ai 2 boucliers, plus 1, 3. Donc je fais 5 dégâts. Je retire 5 points de vie. Alors, il a 6 points de vie au départ, le Cave Sickle. Hein. De mémoire, oui, c'est ça. Donc je ne l'ai pas tué. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme modificateur maintenant qui s'applique à ce jet très basique? Alors, premier jet, premier modificateur. Si mon attaque doit passer par une case in the ring, donc difficile, pour pouvoir atteindre mon adversaire. Donc par exemple ici, celui-là il est caché dans le terrain difficile, les hautes herbes, les rochers, etc. Il l'utilise comme couverture. J'ai -1 pour le toucher. Donc on considère qu'il a 9 en défense. Enfin j'ai -1 sur mon dé. Donc là par exemple 5 et 4, 9, -1, 8. Je touche, je peux regarder mes symboles, mais je commence avec 0 de dégâts au lieu de commencer avec 1 de dégâts. Donc ça, c'est le premier type de malus. Deuxième type de malus, si je tirais à distance, bah déjà, et que je traversais une case, je me fais -1. Attention, c'est -1 quel que soit le nombre de cases traversées. Si je suis ici, l'eau ne gêne pas, hein, pour info, l'eau ne gêne pas les attaques d'aucune manière. Si je traverse 2 cases, j'ai toujours que -1. En revanche, si je tire à distance et que je traverse... mince, je me suis trompé. Et que je... Non, je vais faire comme ça. Par exemple, Zik a une arme à distance ou une arme de corps à corps qui a une portée de 2. Et ben, je traverse la case d'un allié. Quand je traverse la case d'un allié, j'ai -1 pour toucher également. Quel que soit le nombre d'alliés que je vais traverser. Les ennemis bloquent la ligne de vue tout simplement. J'en parlerai dans la ligne de vue tout à l'heure, mais globalement, si c'était ici et que j'avais deux Cave Seekers, hop, je ne peux pas, quoi qu'il arrive, avec Zik, même avec une arme à distance, etc., je ne peux pas attaquer celui-là, il est caché par lui. Et donc, ils sont bloqués. Premier type de changement. Ils sont cumulables entre eux, ces 2 modificateurs. Il n'y a pas beaucoup de modificateurs hein, de ce type-là. Ces 2 modificateurs sont valables. Enfin, se cumulent, c'est ce que je voulais dire. Donc, en gros, on peut avoir jusqu'à -2 si on
hop, pour tirer avec une arme à distance sur ce Cave Cycle là, je dois traverser la case d'un allié et un terrain difficile, j'ai -2. Ensuite, autre type de modificateur, il y a l'équivalent du flank, du flanking à Donjons et Dragons, 3ème édition, quoi, et les suites. Si je suis sur la case opposée, les cases opposées d'un ennemi, j'ai +1 pour toucher. Avant, attention, il y avait de meilleurs bonus, mais ils ont été réduits, c'est maintenant +1. Il y a des effets qui rendent vos... Par exemple, backstab, c'est plus fort. Au lieu d'avoir +1, vous avez +1 pour toucher, +2 de dégâts. Alors, c'est pas négligeable, hein, parce que rien que +1 pour toucher, si vous touchez, que vous pouvez commencer à déclencher des symboles, etc., c'est quand même très pratique. Il faut vraiment être sur les cases opposées. Il y a toute une série de règles pour savoir quand l'ennemi est grand. Je vais pas vous les détailler ici. C'est le flank, vous irez le voir. Ça viendra pas en jeu tout de suite. En plus, vous aurez le temps de le découvrir. La plupart des ennemis au tout début du jeu ne font qu'une case. Donc vous aurez un petit peu de temps avant de regarder. Alors, je crois que au niveau de l'attaque, je vous ai tout expliqué. Ok, c'est bon. Alors, pour un point, vous pouvez faire un point d'action, vous pouvez faire une Uncounter Action. Alors, l'Uncounter Action, déjà, ça peut être défini dans le scénario. Par exemple, dans ce scénario-là, vous pouvez faire, si vous êtes adjacent à ça, vous pouvez faire un test de force pour essayer de pousser le rocher dans l'eau. Tout est expliqué de base, hein, c'est pas un spoiler, je vous le redis. Tout est expliqué dans le premier paragraphe du scénario, dans les règles spéciales du scénario. Je suis ici, je fais un point d'action, je pousse ça. Deuxième type d'Uncounter Action qu'on peut faire, si on a sauté le trou, ici, et j'ai pas parlé des sauts, ce qui est une grave erreur dans les mouvements, je peux ramasser un loot. Je vais revenir dans quelques instants sur le saut. Oui, voilà, c'est ça. Donc les actions spécifiques du scénario et activer des loot tokens. Ensuite, vous pouvez rééquiper vos objets. Donc pour une action, vous pouvez réorganiser, par exemple, changer une arme, aller chercher des consommables qui étaient dans votre backpack, etc. L'autre chose qu'on peut faire avec ça, c'est flip. Il y a une condition, je ne vous ai pas parlé. Alors, c'est pas ici, c'est pas ici. Est-ce que j'ai des flips ici? Ah non, je n'en ai pas. Certaines cartes... alors ça, c'est parce que cette carte-là, elle peut être jouée à 2 mains ou à 1 main. Si je le joue à 2 mains, bien entendu, je ne peux pas avoir le talisman qui est ici. Certaines cartes ont un effet, ont un mot-clé ici qui s'appelle flip. Je peux... Est-ce que j'ai un flip ici? Oui, ici j'en ai un. Ça tombe bien. Donc, lorsque vous faites un conviction check, vous réussissez automatiquement votre jet de conviction. Une fois que vous l'avez fait, vous flippez votre carte. Voilà. Ici, vous voyez, vous n'avez rien marqué sur flip. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas retourner votre carte pour regagner ce pouvoir-là. Vous ne le ferez que si, à la fin de l'encounter, on vous le dit. Il y a une action spéciale à la fin de chaque combat qui dit si vous récupérez votre cartes qui sont flip ou pas. Ça s'appelle le restore. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. J'aurais probablement dû en parler dans la première vidéo sur la structure du jeu. Je ferai probablement quelque chose qui se passe à la fin d'un scénario et au début d'un autre. Comment on gère la transition, etc. Donc là, je ne le peux pas. Mais des fois, vous allez avoir une action qui va vous dire flip, dépenser. Ça arrive par exemple sur les livres magiques.
dépensez un point d'action pour retourner votre carte et regagner le pouvoir. Donc ça, c'est une possibilité. On le considère que c'est... Enfin, ça coûte une action. Alors, si vous rangez un objet, vous déséquipez un objet qui était flip, il reste flippé. Donc ça ne vous permet pas de tricher sur ce pouvoir-là. Et il y a d'autres choses qu'on peut faire avec nos points d'action. Déjà, on peut esquiver. Quand on vous attaque, vous pouvez dépenser un point d'action pour lancer un dé noir. Alors le dé noir, il est ici. Lancez un dé noir. Votre ennemi vous attaque, il a fait ça, vous avez tant de défense, et vous lancez le dé noir. Pour chaque bouclier que vous faites, vous rajoutez 1 à votre défense. Bon, bien sûr, si vous faites le crâne, hop, bon, hop, c'est celui-là, ça doit être 1 le crâne, je suppose. Si vous faites le crâne, vous rajoutez rien à votre défense. Il y a des moyens de faire cette défense-là gratuitement, sans dépenser d'action. Par exemple ici, non, pas lui. Elles permettent de faire une action d'esquive, dodge. Vous faites une action de dodge et vous tapez, ça ne vous coûte pas point d'action, etc. Donc comme c'est une action qui est faite pendant... Enfin, vous pouvez le faire en dehors de votre tour, etc. Le truc, c'est que quand on vous attaque, vous avez le droit de faire le dodge. Deuxième type d'action, vous pouvez Empower. Empower, ça veut dire que ça vous coûte un point d'action. Vous faites votre jet d'attaque. Hop. Vous rajoutez un dé noir à votre attaque. Le dé noir va vous rajouter uniquement des symboles qui seront utilisables. Alors, il y a certains ennemis qui peuvent éventuellement Empower, mais on en viendra plus tard. Si vous le faites, vous ne touchez pas plus facilement. C'est-à-dire que la 9 reste 9. En revanche, vous avez plus de symboles pour pouvoir déclencher des capacités secondaires. Attention, si vous faites le crâne, c'est le problème de l'Empower. Si vous faites le crâne, vous ne regardez même pas ces dés-là. C'est raté. C'est un échec complet, instantané. Une chance sur 6 de rater. Donc Empower, c'est un peu risqué. Mais ça permet éventuellement de faire des dégâts à des créatures qui auraient beaucoup d'armure et donc qui s'en fichent un petit peu que vous le touchiez. Mais en revanche, pour faire des vrais dégâts, il va falloir faire ça. Donc dans la phase de combat, j'ai oublié de vous dire que aux 5 dégâts que je lui ai fait, s'il avait de l'armure, on diminue, donc je lui faisais 5 dégâts physiques, on lui retirait sa valeur d'armure, lui il n'en avait pas. Si vous rajoutez des dégâts magiques, ils sont comptés à part et ils ne sont pas réduits par l'armure. Si je combattais par exemple un ennemi qui avait 6 armures physiques, que je ne fais que 5 dégâts physiques, et que j'avais, pour une raison ou pour une autre, un dégât magique sur mes symboles, et je réduirais mes dégâts physiques de 6, donc 5 moins 6, 0, et je rajoute ensuite un dégât magique qui n'est réduit par rien du tout, sauf des résistances magiques, ça peut arriver, mais il n'y a pas de symbole, c'est des effets spéciaux qui sont décrits un petit peu ailleurs. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Si je vous en ai parlé tout à l'heure, on peut contrer les attaques. Si l'attaque ennemie ne vous fait aucun dégât, soit parce qu'elle vous a raté avec la valeur qui est marquée sur les dés, soit parce que vous avez tellement d'armure que vous avez pris 0 à la fin, vous pouvez counter. Donc vous pouvez faire une contre-attaque. Donc ça vous coûte 2 points d'action de base. En revanche, si vous avez dodge, ça ne vous coûte que 1 point d'action. Donc en gros, faire une esquive puis un counter, ça vous coûte 1 point puis 1 point. Alors que si vous n'avez pas esquivé, ça vous coûte 2 points de faire une contre-attaque. C'est souvent assez cher. Je vous l'ai dit, quand on fait une contre-attaque lors de son tour, ça interrompt notre mouvement, ça nous bloque un petit peu sur place. Alors ça nous bloque pas pour le reste du tour, mais bref. Alors je réfléchis si j'ai rien oublié. Un peu dodge.
On peut empower. Bah, c'est un petit peu la base du combat. Je vais faire une vidéo un petit peu à part pour parler des attaques à distance et des sorts. Je vais séparer une deuxième vidéo. Une chose que j'ai pas dit, c'est qu'alors que le déplacement est forcément horizontal ou vertical, donc orthogonal, on peut attaquer en diagonale. Voilà. On peut attaquer en diagonale, tout à fait sans souci. Il y a des armes, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, qui ont reach, donc qui permettent d'attaquer au corps à corps, entre guillemets, mais avec 2 cases de portée. Voilà, je réfléchis, excusez-moi, hein, si j'ai rien oublié. Alors attention, votre ennemi, quand on fait une attaque comme ceci pour bénéficier du flanking, il faut que les deux menacent lui, donc que les deux aient une arme de contact. Si on n'a que des armes à distance, en fait, on n'est pas une menace, et donc on ne donne pas le bonus du flanking. Voilà, ça me paraît pas mal comme deuxième vidéo. C'est un petit peu dense, je m'en excuse. Je m'excuse aussi si j'ai pas oublié quelque chose. Il y a plein de symboles, j'ai plein de choses à vous expliquer dans le futur. Mais je pense que c'est pas mal comme base du combat. Donc on se rappelle, je me répète, hein, je suis désolé. Le chiffre d'abord, on compare ensuite à la défense, sauf si vos dés de bonus vous donnent +1 en attaque roll. Il y a un des ennemis que vous allez voir très rapidement, le Waterloa, qui permet de faire ça par exemple. Qui lui compte ses symboles en bonus d'attaque roll. Donc voilà. Si vous avez passé la valeur, vous faites cette valeur-là, moins la défense, plus vos symboles. Vous soustrayez à toute fin l'armure, et ça vous donne les dégâts physiques que vous faites. Il y a d'autres capacités, il y a d'autres mots-clés. Par exemple, il y a certains ennemis qui vont avoir une résistance aux dégâts physiques, par exemple, ou aux dégâts magiques. Une fois tous ces dégâts calculés, eh ben, il ne prend par exemple que la moitié des dégâts. Voilà. Donc tout ça est expliqué dans les différents mots-clés. Alors ça ne doit pas être sur cette page-là, la résistance physique. Non. Donc ça, c'est la feuille qui est à la toute fin. Hop. Avec plein de trucs qui vont vous aider. Bon, c'est pas ici, mais vous avez toute une section sur les mots-clés qui vont vous expliquer chaque mot-clé là-dessus. Ça, j'en parlerai plus tard. Bah voilà, c'est fini pour cette deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça aura été clair. Alors, je sais que c'est un petit peu redondant avec la première série de vidéos, mais comme il y a eu des changements, bah, je préfère refaire une série de vidéos. Il y a eu pas mal de changements. Je vais essayer de bien les détailler. Et bien à la prochaine.